Pour répondre sur l'extrême droite, je vais d'emblée mettre les pieds dans le plat et ne pas trop tourner autour du pot. L'extrême droite, au moins depuis 1945 et plus encore depuis mai 68, est une invention du gauchisme sous sponsoring atlantiste, soit de la droite d'affaires, ce que j'appelle la banque, pour cacher que le national-socialisme était socialement de gauche. Ça aussi, c'est une des clés de compréhension de tout ce qui se joue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En tant que national-socialiste français, ça m'agace d'être rangé à l'extrême droite, qualificatif qui désigne pour moi les néoconservateurs, les impérialistes américano-sionistes et le pouvoir bancaire international. Donc, ma réponse, c'est que je ne suis pas d'extrême droite, je suis national-socialiste, mais on peut considérer que c'est pire. J'ajouterai, pour qu'on ne me prenne pas juste pour un provocateur, un national-socialiste français, sans besoin de recours à une théorie raciale pour des raisons d'espace vital, ce qui correspondait à la situation allemande, l'idéologie découlant souvent de la géographie. Je suis national-socialiste à la manière d'Hugo Chavez, soit, compte tenu du contexte actuel de domination par le mondialisme militaro-bancaire, un authentique homme de gauche, comprenne qui voudra. Je vous laisse juge de l'honnêteté de chacun et de la grossièreté de mes adversaires. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden, et aujourd'hui on va encore continuer sur le national-socialisme, et plus précisément, après l'État, justement allemand sous le Troisième Reich, on va attaquer la fameuse culture national-socialiste, culture, je vous le dis, entre paires de guillemets. En tout cas c'est dans le texte, c'est marqué des guillemets, parce qu'il ne faut pas déconner. Et je suis vraiment, je le précise encore, mais je pense que je le préciserai pas assez. Pour un que sais-je, c'est assez vénère quand même. Hein. On n'est même pas dans un livre militant. Hein. Enfin, c'est voilà, faut ça pour dire. Enfin bref, on va continuer. La culture nationale-socialiste. La culture individuelle, la recherche du beau pour lui-même, la prédilection pour la connaissance désintéressée sont des notions étrangères au nazisme. La masse, a déclaré Hitler à Rollblick, est comme un animal qui obéit à ses instincts. J'ai fanatisé les masses pour en faire l'instrument de la politique. J'éveille en elles des sentiments qui lui conviennent. Elles suivent immédiatement les mots d'ordre que je donne. Dans une assemblée de masse, il n'y a plus de place pour la pensée. Goebbels, passant l'application, ajouta « Il faut satisfaire les instincts primitifs des masses ». Le national-socialisme doit une bonne part de ses succès à sa propagande. Il est le premier régime à en avoir fait un ministère. Goebbels était en principe le maître de la presse, du film, de la radio, de la musique et de la littérature. Mais, là encore, régnant anarchie et rivalité, le Wundertrasse était responsable de la propagande à l'étranger. Le docteur Dietrich dirigeait la presse, Marx Hamann était responsable des journaux du parti. Mais Goebbels finit par devenir le véritable responsable du maintien du moral du peuple allemand. Il emploie dans ses discours une langue populaire. Il connaît les vertus des slogans et l'effet de leur répétition sur les foules. Dédicace Gustave Le Bon. Il professe non sans cynisme que la presse ne doit pas seulement informer, mais instruire. Elle est un clavier dont le gouvernement peut jouer. Les journalistes ont une fonction, pas d'opinion. Quand même c'est vénère. Goebbels donne des directives précises en cours de conférence quotidienne d'une demi-heure. En mode vidéo YouTube j'imagine. Pour être journaliste, il faut obtenir une licence. Il n'existe aucune censure préalable, mais une autocensure doit jouer. Les incartades étant passibles d'un tribunal coopératif et de sanctions policières. De 4073 quotidiens et hebdomadaires en 1932, la presse passa à 2208 en 1937, pour tomber à 500 en 1944. Les nazis ont progressivement éliminé les journaux de leurs adversaires et de leurs alliés en les dédommageant, Huenberg reçut des arriérés et les laminoirs. Ils ont alors constitué un véritable trust, le Ergverlag, groupe qui groupe 150 entreprises et emploie 35 000 personnes. Goebbels avait obtenu la direction de la radio contre Göring. Décision significative, il remplaça immédiatement dans les émissions littéraires le mot critique par Betrachtung, considération. Excusez-moi, on a ça allemand plutôt aléatoire. Les émissions à la radio, les retransmissions du discours de meeting furent multipliées quand il fut constaté que la propagande nazie passait mieux orale qu'écrite. En particulier, de nombreuses émissions furent destinées à l'étranger, 11 heures par jour pour les États-Unis, 8 heures pour l'Afrique. Le cinéma, dirigé par une chambre corporative, subventionné par une bande spéciale, diffusa des films antisémites. Le juif Sus magnificia la beauté de l'effort physique, les Jeux Olympiques, rappelait les gloires du passé. Goldberg.
Pour les nazis, la littérature était une source d'énergie nationale. De multiples commissions passent au crible tous les écrits, distribuent encouragements, menaces et sanctions. Pour publier, il faut appartenir à la chambre des écrivains, qui dénonce les ouvrages suspects. Les bibliothèques sont expurgées et les ouvrages malfaisants, entre guillemets, donnent lieu à des cérémonies hystériques d'autodafé. Les thèmes recommandés sont le sang et le sol, le passé national, les vertus de la race nordique. D'innombrables bibliothèques composées d'ouvrages saints sont créées à l'usage de la jeunesse, des ouvriers et des soldats. Le théâtre est rattaché à la vieille institution germanique du Thing, assemblée d'hommes libres. Devant d'immenses auditoires en plein air sont représentées des pièces adaptées pour la propagande. Par exemple, la Passion allemande de 1933 devait remplacer sans succès la célèbre Passion d'un nom que j'arrive même pas à prononcer. Environ 300 écrivains s'exilèrent, les plus connus, quelques-uns illustres, servirent comme Kopman, Heidegger, Carossa. La plupart se soumirent après avoir protesté parfois contre le diktat des institutions culturelles que Goebbels de Rosenberg rival d'ailleurs. Beaucoup se réfugièrent dans la littérature d'évasion, le lyrisme et les récits d'aventure. Pour Heidegger, non. Heidegger, il a adhéré direct, si tu veux. C'est alors là, gros avertissement. Heidegger, il a émis aucune. Non, Heidegger, il a signé dès le départ. Sur ce sujet, allez voir les cahiers noirs d'Heidegger. Franchement, et je crois même Bourdieu avait fait une analyse dessus sur Heidegger, et je crois le livre de Fay, c'était Heidegger ou l'introduction du nazisme dans la philosophie. C'est un bouquin assez, c'est un bouquin de poche, mais assez épais quand même, qui retranscrit de manière historique, voilà quoi. Heidegger, si tu veux, il avait signé avec le Parti national-socialiste d'entrée de jeu, si tu veux. Et il avait même carrément théorisé l'antisémitisme philosophique. Bon, après, voilà. Enfin bref. Baldur von Sirach avait déclaré que le critère esthétique n'intéressait qu'accessoirement les nazis. En fait, les préoccupations artistiques des nazis résultent de leur conception raciste et idéologique. Hitler considère que les juifs et les noirs sont responsables de la dégénérescence de l'art. Rosenberg avait créé l'Union de combat en faveur de la culture allemande, qui attaquait des peintres comme Klee ou Kandinsky. Des musiciens tels que Hindemith ou Stravinsky, de nombreuses toiles furent enlevées des musées, ce qui n'empêchait pas Göring et Rosenberg d'en rafler de semblables dans l'Europe occupée. Hitler, architecte raté, tel était, faut le noter, plusieurs dirigeants nazis, voulait laisser le témoignage architecturaux à sa gloire. Il rêvait d'un néoclassisme, dépassant le quotidien et ses impératifs, de nature à asseoir l'autorité nouvelle. Cependant, il s'inspirait moins de l'art nordique, bien qu'il admirait également les cathédrales gothiques et le baroque viennois, que de l'art antique. Il est vrai que la mythologie nazie voyait dans les Grecs et des Ariens. Des monuments gigantesques devaient s'ajoler les victoires, Somme, Volga, Thermopyles, etc. Dans un pareil système, bien que la propagande célèbre les vertus familiales et qu'il existe des œuvres comme La mère et l'enfant, tout est prévu. Tout est prévu. Cet accent est absolument raciste. Tout est prévu pour faire passer la jeunesse dans le moule du parti. Les manuels scolaires sont révisés, les étudiants groupés dans le Stundenstaff, accent de merde, le professeur contrôlé par les organismes corporatifs. Tandis que les Adolf Hitler Schulen doivent fournir au parti ses militants d'élite, les futurs cadres de la nation sont formés dans la Napola. Dans ces instituts dont tous les élèves doivent être racialement purs et posséder des qualités physiques et intellectuelles supérieures à la moyenne, où entrent surtout les fils de membres du parti, si l'enseignement traditionnel est maintenu, l'esprit critique est banni, tandis que sont enseignés la soumission à la communauté selon le slogan « Tu n'es rien, ton peuple est tout », l'acceptation du sacrifice. Lors de la remise solennelle des baïonnettes, sorte de distribution de prix, la formule est « l'épée et le droit et la vérité ». Ça fait penser à, je crois que c'était le groupe 3ème Voie, son slogan c'était « croire, combattre, obéir ». Bon, je crois qu'on est... Il y a un truc assez proche quand même dans le délire. Hitler avait dit à Rauschning « Je veux une jeunesse brutale, impérieuse, impavide et cruelle ». La jeunesse est considérée par le fascisme comme une entité avec des caractéristiques, ses droits, ses aspirations propres. Oui, c'est ce qui différencie aussi la vision avec Soral. Enfin, Soral a plutôt une vision extrêmement patriarque, etc. Voilà, avec des vieux, enfin voilà, les hommes de plus de 40 ans, etc. Enfin, son fascisme est vachement inspiré par ça. Au contraire du national-socialisme qui fait vraiment la part belle à la jeunesse. Voilà, je crois même Hitler dans son testament voulait que son successeur soit jeune pour qu'il ait l'ambition de la jeunesse. Je crois un délire dans le genre.
Donc voilà, c'est peut-être une variante, on va dire, vu que Sorel est, on va dire, en France, peut-être le représentant peut-être le plus connu du national-socialisme, du nazisme, on va dire ça comme ça. Il en a totalement hérité de l'antisémitisme, mais par contre sur la vision entre guillemets des militants, lui il est plutôt axé sur voilà, les vieux patriarches, voilà, plus de 40 ans, etc. Mais là où le fascisme historique, et plus spécifiquement le national-socialisme, est plutôt axé jeunesse, on va dire. Enfin bref. D'une démagogie s'instaure, au diable les vieux, seuls les jeunes éternels doivent avoir la patrie dans l'Allemagne. Von Stierhaft prévenait les parents qu'ils ont abandonné leurs prérogatives entre les mains du parti. Les jeunes sont éduqués selon le mythe du chef, qui est aussi, selon von Stierhaft, le maître et le prêtre. L'accent est mis sur l'idée darwinienne de la lutte pour la vie que nous impose la nature. La joie de la lutte est considérée comme un enrichissement. La libération des instincts, l'importance de la nature sont exaltées dans un romantisme irrationnel où jouent les forces primitives du feu, de la nuit et de la montagne. D'où les cérémonies du solstice, le camp sous la tente, les chants collectifs et brutaux, et la préminiscence des cours d'éducation politique où sont sans cesse célébrés la vie, la personnalité et l'œuvre du Führer. J'imagine ça, mais en version avec Sorel, ça doit être assez chelou, je pense, comme délire. Enfin bref. Hashtag Poupetto. Les cours d'histoire sont basés sur des exemples des héros germaniques Arminius, Widukind, Frédéric le Grand, Frédéric Barberousse, celui qui est mort dans le tonneau pendant la croisade, enfin André Hoffner, etc. En même temps est enseignée la haine des destructeurs du Reich, le juif, le communiste, l'ennemi étranger, ou l'islamo-gauchiste, ou le woke. C'est vous qui voyez. Les nazis ont su exploiter à fond les qualités de la jeunesse, de la générosité et du dévouement, dans l'idée que tient la jeunesse, tient l'avenir. Son éducation devait la préparer à la guerre pour le Reich millénaire. Les résultats sont probants. Au cours du deuxième conflit mondial, tous les cadres de Hitler-Jugend sont devenus des officiers de l'armée ou de la SS. Si la défaite ne les avait pas pris du temps nécessaire, c'est probablement dans ce domaine que Hitler aurait remporté ses plus grands succès et réalisé le rêve de tous les conducteurs de peuples qui se veulent révolutionnaires, façonner un homme nouveau. Effectivement, donc on dit homme nouveau, je crois qu'il y avait un truc de Papacito comme quoi, voilà, enfin, qui voulait se défendre, qui n'était pas nazi, etc., etc. Il dit oui, regardez avec ma gueule, machin, est-ce que est-ce que je cherche les tacos, est-ce que je chante avec les SS. L'homme nouveau, si tu veux, c'est une notion peut-être un peu plus subtile que ça, qu'une vision raciale, si tu veux. Je crois même il y avait une faudrait que j'en parle dans un format basique, il y avait même, comment dirais-je, une section SS ou de SA, je sais plus, d'Europe de l'Est dirigée par des musulmans, parce que voilà, c'est aussi, donc à mon avis les deux ne sont pas incompatibles, si vous voulez. Voilà, ce qui avait adhéré les mecs, je crois, faudrait que je me repenche sur le truc, c'est un antisémitisme totalement fanatique, quoi. Enfin bref, donc voilà, voilà, enfin bref, c'était quoi déjà, c'était la culture nationale socialiste, voilà, donc voilà, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.